Vous écoutez le balado des bibliothèques de Laval, une histoire au bout du fil. Nous vous invitons à découvrir des anecdotes, des histoires touchantes et poèmes d'espoir par vos auteurs préférés. Plongez maintenant dans l'univers de Kim Thuy. Témoin dans sa jeunesse d'une histoire d'amour, elle nous cite son extrait dans son livre « Man ». Aujourd'hui, je vais vous lire un petit extrait du roman Man que j'ai écrit en 2013. Et je suis très contente d'avoir réussi à y insérer une histoire d'amour qui m'a beaucoup impressionnée quand j'étais ado. Je me souviens encore, là, ma famille, on était en visite. J'ai une cousine de mon père qui habitait dans un mini petit appartement demi-sous-sol, c'était pas carrément sous-sol. Ils étaient très nombreux. Elle avait 4 enfants monoparentales et avec elle, il y avait une amie qu'elle avait rencontrée dans le camp de réfugiés. Et cette amie est devenue comme un membre de la famille parce qu'elle est venue ici au Canada, mais elle parlait pas français, elle parlait pas anglais. Donc, elle s'est accrochée à la famille de la cousine de mon père. Et quand on était là, il y avait un monsieur blanc, québécois, francophone, très, très grand en comparaison avec nous, qui était là et qui était complètement amoureux de cette femme je ne sais pas, les Vietnamiens, on disait souvent qu'elle n'était pas très jolie et pourtant, il y avait ce monsieur qui était en amour, complètement fou, amoureux d'elle, et ça se voyait dans ses yeux. Je ne comprenais pas le français, donc je ne savais pas ce qu'il disait, mais elle non plus, elle comprenait pas le français, donc elle devait pas comprendre trop non plus, sauf que cet amour-là, on le sentait, c'était palpable. Donc je vous lis ce passage. Jean-Pierre, un client régulier du restaurant, infirmier et ancien prêtre, se souciait aussi des détails entourant le quotidien de sa femme vietnamienne, Lang, mais toujours de façon festive. Il la soulevait dans ses bras avec le geste léger et le corps souple d'un danseur. Il l'avait vue à la même heure sur le même quai du métro pendant 4 jours avant de l'approcher et de lui sourire. Devant ses grands yeux pères, elle s'était figée comme un faon sous des phares. Elle était de ces femmes que Mère Nature avait négligées ou au contraire qui avaient été créées pour confirmer l'existence de l'amour sublimé. Lang s'était toujours comportée en invisible afin d'éviter les regards indiscrets. Elle traînait dans son sac un parapluie pour se cacher du soleil, de la neige, de la pluie et des gens, et à l'intérieur, elle disparaissait derrière un simple livre ouvert. Jean-Pierre avait remarqué le cahier d'exercices de français offert aux immigrants adultes qu'elle lisait avec zèle. Il l'avait salué en un mot ou deux avant de lui tendre une carte du restaurant avec une heure et une date notées à la main. Il m'avait demandé d'écrire au dos que je lui servirais d'interprète. Elle m'avait téléphoné avant la date du rendez-vous. Elle soupçonnait un guet-apens, alors que Jean-Pierre désirait seulement lui dire qu'il la trouvait belle comme la Vierge Marie et qu'il aimerait prendre soin d'elle. Les premiers jours, Jean-Pierre l'attendait patiemment à l'entrée du métro en marchant un pas derrière elle pour ne pas l'effrayer. Et tranquillement, il s'était approché pour la soulager de son sac lourd de dictionnaire. Et puis un jour, il l'avait demandé en mariage, avait parrainé ses parents, ses 2 frères et ses 4 sœurs, lui avait aménagé un jardin et réservé un mur de photos prises d'elle en hiver, en amour, enceinte. À nous, il avait présenté sa beauté à la manière du bijoutier français qui convainc ses clients de la splendeur des bagues aux diamants non taillés. Lang n'avait jamais rêvé qu'une main lui caresserait les joues ravagées par l'adolescence, ni n'avait planifié son départ de Nha Trang. Elle s'était retrouvée une nuit, par pur hasard, au milieu d'un groupe qui débarquait silencieusement et rapidement d'un camion recouvert d'une toile pour se diriger vers une planche reliant la rive à un bateau.
Elle avait été poussée par le mouvement précipité de 100 personnes avec qui elle avait atteint les rives de l'Indonésie et l'île de Montréal quelques années plus tard. Voilà, la grande histoire d'amour. Lecture de passages du livre de Mia Couto, L'accordeur de silence. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un livre écrit par Monsieur Mia Couto. Alors le nom s'écrit avec C-O-U-T-O et c'est un auteur qui est né au Mozambique en 1955 et il a étudié en médecine et en biologie à Maputo avant de devenir journaliste en 1974. En ce moment, il vit toujours en Afrique et il écrit des livres également. Et ce livre, je ne connaissais pas du tout cet auteur-là, mais quand je suis passée à la librairie Monet, par pur hasard, en passant d'une table à une autre, juste bouquiner, j'ai été attirée en fait par le titre du livre qui s'appelle « L'accordeur de silence ». Et silence au pluriel. Vous allez voir que la couverture n'est pas très attrayante, mais ce titre-là, je pouvais pas passer à côté, donc j'ai ouvert le livre. C'est un livre traduit du portugais. Et je vais vous lire quelques extraits de ce livre-là, des passages, en fait, pas des extraits, mais des passages. C'est un livre qui parle de l'histoire d'un père au lendemain de la perte de sa femme, il était très très triste et donc il est parti avec avec ses deux fils dans un lieu pas nommé, mais vraiment j'ai l'impression que c'est le désert, c'est vraiment très très loin et comment dire, c'est la langue, c'est pas, oui, l'histoire est très intéressante, mais c'est aussi la façon qu'il écrit, la façon qu'il décrit. Alors, le plus jeune fils, par exemple, il décrit la voix de son père, ou sinon les paroles de son père de cette manière-ci, je vous le dis. Mon père, sa voix était si discrète qu'on aurait seulement dit une autre variété de silence. Et tout sautait, et sa toux rauque, celle-là, était une parole occulte, sans mots ni grammaire. Tu sais, quand est-ce qu'on associe grammaire et mots au silence, et pourtant. Et là, vous voyez, le père interdisait aux deux fils de rêver, parce que le rêve fait mal. Mais le fils le plus vieux, lui, il avait eu la chance de voir un peu, d'avoir une mémoire, un souvenir de la ville, de la civilisation et d'autres humains en fait. Et en même temps, il a réussi à cacher une carte routière pliée en tout petits morceaux et il cachait ça pour pouvoir montrer ça à son frère de temps en temps. Et un jour, le père a découvert cette cachette et la description de cette découverte-là, je vous le lis. Il déchira, le père déchira la vieille carte et redéchira encore les morceaux et continua jusqu'à sembler dilacérer ses propres doigts. Par terre tombaient peu à peu des villes, des montagnes, des lacs et des routes de papier. Le planisphère s'effondrait sur le plancher de ma chambre. C'est magnifique, non? De voir les villes, les montagnes tomber par terre. Oui, voilà. Et un autre passage. Comment ferait n'importe quel enfant? J'aurais pu avoir fait le tour de la planète jusqu'à ce que l'univers entier m'obéisse. Mais cela n'arriva jamais. Mon rêve n'avait pas appris à voyager. Qui a vécu rivé à un seul sol ne sait pas rêver d'ailleurs. C'est fou, hein? Et ensuite, ah oui, cette phrase. L'amour est une morphine. On pourrait le commercialiser sous vide sous le nom amorphine. C'est beau, hein? Et le dernier passage. Bon. Sinon, je peux continuer pour tout le livre.
Alors, nous craignons Dieu parce qu'il existe. Nous avons encore plus peur du démon parce qu'il n'existe pas. Alors voilà, le livre L'accordeur de silence de Mia Couteau. Au revoir. Ce balado est réalisé par les bibliothèques de Laval. Merci d'avoir passé ce moment avec nous.